Le thème d'aujourd'hui, c'est un peu l'agroécologie. On va évidemment parler de l'agriculture biologique, mais je vais essayer d'expliquer ce que je comprends comme étant l'agroécologie et à quoi peuvent ressembler des agricultures qui relèvent de l'agroécologie. Alors d'abord, l'agroécologie, c'est important parce que beaucoup de gens commencent à dire, oui, il y a l'agriculture biologique, il y a l'agriculture de conservation, il y a l'agroécologie, il y a la permaculture, il y a l'agriculture intégrée et autres. Alors je crois qu'il faut être très clair. Bon, vous savez, l'agriculture biologique, elle a un cahier des charges, une obligation de moyens, une certification par une tierce partie. Ça donne accès évidemment au label, au logo, et à juste titre, un grand nombre de consommateurs peuvent considérer qu'au vu de tout ça, on est prêt à acheter un produit sain. Alors sain, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est pas d'hormones dans le lait. En principe, on ne devrait jamais trouver d'hormones dans le lait en France, mais c'est évidemment pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens, donc de résidus pesticides dans les fruits et légumes. Et c'est vrai que des consommateurs sont prêts à acheter un peu plus cher un produit labellisé bio parce que plus sain. Et je dirais que c'est très bien. Le surpoids de travail du fait de pratiquer une agriculture répondant au cahier des charges, qui est souvent comme une agriculture plus artisanale, plus exigeante en travail, et ce travail en question, il est correctement rémunéré. Et la question qui m'est souvent posée, c'est, oui, les produits bio, donc c'est sain, ça a été soigné, c'est bichonné, c'est plus cher, c'est accessible aux bourgeois bohèmes. Et pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande et ce genre de choses. Et vous imaginez, je crois qu'on ne peut pas tolérer l'idée qu'il puisse y avoir pendant longtemps, dans un pays comme la France, ou ailleurs d'ailleurs, une agriculture à deux vitesses, une agriculture bio pour les gens riches et la saleté pour les couches modestes. Donc ça, c'est un premier point de réflexion que j'imagine que vous avez. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre des produits labellisés bio et des produits qui relèvent de ce que je vais donc appeler l'agroécologie, mais l'agroécologie comme étant une source d'inspiration, et qui peut même avoir des bases scientifiques. Et quand je vais vous présenter là tout de suite donc l'agroécologie, je vais parler, j'espère que vous m'en voudrez pas, faire un petit cours d'agroécologie, je vais parler comme un agroécologue. C'est-à-dire, on va se discipliner, discipline scientifique, l'agroécologie, discipline scientifique des agroécologues qui essayent de rendre intelligible pour le plus grand nombre la complexité, le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles. C'est-à-dire qu'on reconnaît que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas le sol, c'est pas le troupeau, c'est pas la plante, c'est un écosystème agricole dans lequel il y a des interactions entre des plantes domestiques et des plantes concurrentes, entre les animaux domestiques et des animaux sauvages, des interactions entre le climat, le sol, une multitude d'êtres vivants en interaction dans cet écosystème, dans ce milieu-là, mais qui est un écosystème qui n'est plus complètement naturel. D'ailleurs, il suffit de regarder par la fenêtre, le champ que vous avez là, c'est pas vraiment naturel. C'est très aménagé, très artificialisé, anthropisé les scientifiques, c'est-à-dire que c'est des écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, et la question est de savoir si ça peut nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, et je pense que c'est quand même ça le défi. Nourrir correctement, durablement. Alors correctement, on l'a déjà dit, c'était pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'antibiotiques, pas de résidus, pas de métaux lourds dans les poissons et autres choses. Correctement, alors comme j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, qu'on appelait tiers-monde autrefois, c'est quand même, ne l'oublions pas, pour certains, un problème de quantité disponible. Mais ça, c'est une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition dans le monde, surtout dans les pays du Sud, et même en France, les gens qui fréquentent les banques alimentaires, les restaurants du cœur, c'est pas que la France produit pas assez. La France produit de la poudre de lait, produit des excédents de céréales, produit des excédents de poulet bas de gamme, et néanmoins, il y a des gens trop pauvres qui n'ont pas le pouvoir d'achat et sont obligés de fréquenter les banques alimentaires. Évidemment, à l'échelle internationale, c'est encore plus grave, parce qu'en pourcentage bien plus nombreux, vous avez des gens qui désherbaient autrefois au Brésil, qui ont été remplacés par du désherbant, le fameux glyphosate. Ils ont donc été licenciés, se sont retrouvés dans les bidonvilles. Et vous avez aujourd'hui des Brésiliens, en assez grand nombre,
C'est pas un des pays les plus pauvres de la planète, hein, mais c'est quand même un pays où il y a une réelle misère, et en Argentine aussi, des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter du maïs, du soja, qui nourrit nos cochons. Nos cochons sont plus riches que des pauvres Brésiliens. Et puis, vous avez des gens qui produisent du café, du cacao. Alors, dans certains pays, qui, en vendant leur café et cacao, n'arrivent pas à avoir un revenu suffisant pour acheter de quoi manger en quantité et équilibrée, c'est-à-dire les calories, les protéines, les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants. Du coup, la question devient comment nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Je vais vous dire, ce serait d'abord de redistribuer les revenus, y compris à l'échelle internationale. Mais il y a excédent de nourriture dans le monde. Hein. Mais cette nourriture, elle est achetée par des gens riches. La nourriture qui échappe aux pauvres, elle est achetée par des gens riches qui éventuellement ont mis dans le frigo, la date de péremption a été passée, ils ont jeté à la poubelle, ça s'appelle gaspillage. Ça a peut-être été acheté par des grandes et moyennes surfaces, mais les tomates n'étaient pas bien calibrées, on a mis à la poubelle. Donc des tomates qui échappent à des pauvres, hein, qui est quand même acheté, mais qui va être mise à la poubelle. Donc ça, c'est le gaspillage. Et puis il y a effectivement de la nourriture qui échappe à des pauvres pour nourrir peut-être des cochons, des volailles, peut-être même des ruminants en surnombre, hein, à l'échelle mondiale peut-être. En tout cas, des animaux qui sont plus riches que les gens pauvres. Et puis aujourd'hui, ne l'oubliez pas, il y a aussi du maïs qui sert à produire de l'éthanol, il y a du colza qui sert à produire de l'agrodiesel. Et donc il y a bien de la nourriture en excédent qui n'est pas accessible aux couches les plus pauvres, mais qui est achetée par des plus riches, les usines d'éthanol, les usines d'agrodiesel, parce qu'il faut donner à boire à nos voitures. Alors, je crois qu'il nous faut quand même être très honnête. Évidemment, c'est une question politique, hein, c'est pas la question de l'agroécologie, là, mais si on franc, pour nourrir correctement quelqu'un, il faut produire de l'ordre de 200 kilos d'équivalent céréales, de céréales ou d'équivalent pommes de terre, manioc, igname, hein, pour avoir les 2400 kilocalories, pour ne pas avoir faim, et pour ingurgiter l'énergie qu'on va dépenser ensuite au travail. Mais pour ça, il faut produire de l'ordre là, de 200 kilos de céréales ou son équivalent par habitant et par an. La production mondiale est déjà de 330. Et dans les gens qui ne parviennent pas, donc surtout dans les pays du Sud, hein, on disait du tiers-monde, mais même les pays émergents, hein, Brésil, Argentine, le Mexique, hein, des pays qui quand même sont pas, c'est pas le Niger, quoi, hein, c'est pas le Mali. Eh bien, il est clair que les gens qui ne parviennent pas à acheter, c'est parce qu'ils ont quitté l'agriculture, ils se sont retrouvés dans des bidonvilles, et la raison pour laquelle ils ont quitté l'agriculture, attention, parce que c'est un problème qui peut se poser en France, ben c'est parce qu'ils ont fait faillite, ils n'ont pas été compétitifs, l'exploitation n'a pas été reprise par les enfants, parce que nous exportons là-bas, pas seulement nous, hein, mais les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, quand il n'y a pas de guerre, on exporte dans certains pays du Sud des excédents qui sont produits évidemment en moto-mécanisé, la moissonneuse-batteuse, le robot de traite, dronisé aussi hein, aujourd'hui, enfin je veux dire robotisé et autres, donc produits à très faible coût monétaire, ça c'est quand même vrai. La productivité, les accroissements de productivité du travail dans l'agriculture française ont permis de produire toujours moins cher en termes monétaires. Hein, la part de l'alimentation dans le budget des ménages, elle est passée de, c'était 35, un peu plus même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à aujourd'hui, ça dépend des gens bien sûr, hein, mais autour de 13-14%. Donc c'est vrai que la part de l'alimentation en termes de budget a diminué, hein, et c'est parce qu'on est capable de produire pour moins cher. Alors on découvre par contre que notre poudre de lait pas cher, notre lait pas cher, nous coûte très cher. Parce qu'il nous faut payer des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Le pain pas cher nous coûte très cher, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, un désherbant, dans l'eau du robinet. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir corriger. Et du coup, la question, elle est double. Techniquement, est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que dans les pays du Sud, ils puissent ne pas être, donc continuer de produire du mil, du sorgho, du quinoa, du teff, de l'éleusine, du manioc, de l'igname, localement. Hein. On va parler chez nous ici de l'alimentation locale. Hein. Mais là-bas, qu'ils aient le droit de manger par eux-mêmes les produits qui sont de leur tradition culinaire d'autrefois, sans être concurrencés par des excédents de blé ou des excédents de riz, parce que de plus en plus de gens mangent du pain et du riz, même en Amérique latine, où le maïs était la céréale de base. Aujourd'hui, le maïs sert à nourrir les cochons et les gens mangent du riz et du pain. Voilà.
Et donc, et on abandonnait le quinoa et tout. C'est en France où, justement, ceux qui ont un pouvoir d'achat aujourd'hui achètent le quinoa sans gluten. Ça fait un peu. Le quinoa est devenu, qui était une alimentation de pauvres andins, est devenu une alimentation, certains diraient, de bourgeois bohèmes en France. Voilà, et c'est pas mauvais le quinoa, il faut être très, très honnête. Voilà. Mais donc, il y a une question de répartition des revenus. Et derrière cette répartition des revenus, il y a quand même la façon dont nous produisons en France. Et cette façon dont nous produisons en France, produire au moindre coût monétaire, ça coûte cher aux pays du Sud qui sont plus compétitifs pour produire du mil, du sorgho et autres. Ça nous coûte cher chez nous en termes environnementaux, hein, les impôts, et puis surtout les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, et pas seulement, hein, parce qu'il peut y en avoir aussi dans les céréales et autres. Eh bien, c'est quand même une espérance de vie en bonne santé qui est prédite aux plus jeunes, qui risque d'être peut-être une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi, que des cheveux blancs. C'est-à-dire, l'alimentation en France, et l'espérance de vie a augmenté en France, hein, jusqu'il y a 2 ans, on va dire, c'est quand même parce que sur le plan salmonellose, sur le plan Escherichia coli, alors de temps en temps il y a des scandales, on est bien d'accord, hein, mais ça s'est quand même considérablement perfectionné. Je veux dire, un grand nombre de ces maladies, les listérioses par exemple, il y en a en moins grand nombre, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait scandale, parce que on en parle, mais parce que c'est devenu un peu exceptionnel. Mais donc l'espérance de vie globalement en France est accrue, parce que tout sur cette partie-là, notre alimentation est devenue plus saine, et en particulier moindre mortalité infantile. Et quand il y a moins de mortalité infantile, eh bien évidemment, l'espérance de vie, la moyenne d'âge d'arrivée et de fin de vie, ben, elle a augmenté quoi, en moyenne, hein, ça va de soi. Mais par contre, les grandes craintes aujourd'hui, c'est, on l'a dit, les antibiorésistances, c'est-à-dire il y a des médecins qui prescrivent des antibiotiques, on a besoin d'antibiotiques, et ça n'a plus d'effet. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais ça n'a plus d'effet. Pourquoi? Ben parce qu'on mange des antibiotiques tous les jours, parce qu'il y en a dans la viande. Et du coup, ben les microbes, il y a des résistants, des mutants résistants à l'antibiotique qui font que quand on a vraiment besoin de se soigner, ben bien, du coup, l'antibiotique n'a plus d'effet, simplement parce qu'on en a ingurgité au quotidien. Alors ça, c'est déjà avéré dans le sens statistiquement avéré. Et donc là, il faut absolument, aujourd'hui, supprimer ces viandes riches en antibiotiques. Et du coup, il va falloir modifier nos conditions d'élevage. Et puis, peut-être plus inquiétant encore pour la jeune génération, je suis désolé pour les plus jeunes ici présents de dire ça, mais on prédit une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, hein, donc des maladies, les cancers hormonodépendants et les maladies neurodégénératives. Ben, on prédit la jeune génération, non pas une diminution de l'espérance de vie totale, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans ces maladies-là, d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Et je tiens tout de suite à vous le dire, et dans les conférences grand public, il y a toujours des gens qui viennent me poser la question, Monsieur Dufumier, est-ce que vous pouvez me citer une seule revue à comité de lecture de rang A, enfin sérieuse, des revues scientifiques, qui vous dirait que le glyphosate, par exemple, cancérigène avéré? Et moi, je suis obligé de leur répondre, et je suis obligé de vous le dire, je m'interdis d'affirmer glyphosate cancérigène avéré. Parce que pour un scientifique, glyphosate cancérigène avéré, ça veut dire glyphosate cancérigène statistiquement avéré. Et là, il faudra attendre 100 ans. On ne connaît même pas encore la moyenne statistique d'apparition de ces maladies pour les gens de ma génération, parce que je ne sais pas moi quand est-ce que je vais les attraper. Donc on ne connaît pas encore la moyenne statistique pour les gens de ma génération. Si on veut comparer à la plus jeune génération, il faudra attendre encore longtemps. Donc ce sera dans un grand nombre d'années qu'on pourra dire c'est statistiquement avéré. Mais néanmoins, c'est prouvé, c'est démontré. C'est-à-dire que les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les glandes endocrines, en particulier le fonctionnement de la thyroïde, ceux qui connaissent bien les molécules pesticides, les perturbateurs endocriniens, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, la relation de cause à effet, de pourquoi, à ces âges-là, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, au moment de la croissance et de la différenciation des tissus du corps humain, pourquoi le dysfonctionnement de nos glandes hormonales va se traduire par des maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, vont apparaître plus tôt. Et ça, c'est quand même démontré. Je dirais, alors on dit démontrer, relation de cause à effet, même modéliser, c'est les termes scientifiques.
C'est un peu comme il y a 32 ans, le fameux groupe interétatique d'études du climat, là, le GIEC, nous prédisait, il y a 32 ans, dans son premier rapport, avec la lecture des revues à comité de lecture, eh bien, il faisait une synthèse et il prédisait le réchauffement climatique global. Et rappelez-vous, enfin pour ceux qui ont des cheveux blancs, il y a 32 ans, il y a des gens qui ont dit ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Il y a même eu, je crois, un ministre de l'enseignement supérieur qui s'était autorisé à dire c'est pas avéré, et ce n'était qu'une prédiction. Donc, sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé, aujourd'hui, si vous regardez la date des vendanges en France, statistiquement au cours des 30 dernières années, eh bien, les vendanges ont été, alors c'est une moyenne, hein, ça dépend des années, mais en moyenne, 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Aujourd'hui, on peut dire le réchauffement climatique global, il est statistiquement avéré. Mais vous voyez que quand quelque chose est démontré, mais pas encore statistiquement avéré, ben le principe de précaution doit s'appliquer. Et du coup, la question devient, comment faire dans un pays comme la France pour que donc, tout le monde se nourrit correctement, que les produits sains soient accessibles au plus grand nombre, que nous cessions de vouloir à tout prix exporter vers les pays du Sud des excédents de produits bas de gamme, il faut être honnête, et au contraire, pourquoi on ne produirait pas peut-être moins, je dis bien moins, mais mieux en France, et dans les pays du Sud, du tiers-monde déficitaire, à la fois plus et bien. Alors, moins à l'hectare et mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des formes d'agriculture dont le rendement à l'hectare sera moindre, ce ne sera pas un rendement de 90 quintaux de blé à l'hectare, mais cette agriculture hautement productive, en France, il faut le savoir, elle est aussi hautement destructive. C'est-à-dire que pour avoir 90 quintaux de blé à l'hectare, on a mis des engrais, on les a détruits, ils étaient là, ils n'existent plus. On a mis des pesticides, ils étaient là, ils n'existent plus. Il y avait des carburants, ils ont été brûlés par le tracteur et la moissonneuse-batteuse. Le tracteur et la moissonneuse-batteuse ont eux-mêmes été usés dans leur usage. Tout ça, ça a été détruit dans le processus de production. C'est-à-dire que notre agriculture hautement productive, elle est hautement destructive. Et donc, même en termes monétaires, il serait de l'intérêt pour le revenu national net, et aussi pour le revenu des agriculteurs, de maximiser la valeur ajoutée, la différence entre le produit brut et les coûts de tout ce qu'on a détruit. La valeur ajoutée, vous savez, c'est le revenu de l'agriculteur, c'est les impôts qu'il paye à l'État, c'est le loyer qu'il paye au propriétaire, c'est les intérêts qu'il paye à la banque. Ça, c'est réparti. Mais il faut déjà créer de la valeur ajoutée pour ensuite se la répartir. Eh bien, déjà, rien qu'en termes monétaires en France, l'idée, c'est de promouvoir une agriculture qui produirait peut-être moins à l'hectare, mais détruirait beaucoup moins, et donc accroîtrait la valeur ajoutée, contribution au revenu national net, contribution au revenu de l'agriculteur. Et du coup, on exporterait peut-être moins vers les pays du Sud, et on les concurrencerait moins avec nos excédents de produits bas de gamme. Alors évidemment, dans les pays du Sud, par contre, il faudra jouer à la fois accroître les rendements, les pays déficitaires, j'entends, plus de rendement et moins ne pas détruire pour autant. Alors, quelle forme d'agriculture est capable d'y arriver, à répondre à tous ces objectifs? Eh bien, alors là, par contre, c'est le petit cours d'agroécologie, mais vous le connaissez, il faut des calories, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres, des antioxydants. Il nous faut 2400 kilocalories, impérativement, là, chaque jour, l'énergie qu'on va trouver dans l'alimentation, qu'on va dépenser au travail. Mais la première bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, c'est trop souvent oublié, c'est que cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, d'où ça nous vient? Du soleil. Donc, on va faire un usage intensif. Je fais exprès d'employer le mot intensif. Hein. C'est provocateur, mais un usage intensif de cette ressource naturelle, renouvelable et gratuite. Alors, gratuit, Terre de Liens va me dire, non, l'accès au terrain, il est pas donné. Hein. Donc là, on est bien d'accord. Hein. C'est bien l'accès au terrain qui est coûteux, mais une fois qu'on a un terrain, alors plus un seul rayon du soleil doit tomber à terre. Plus un seul rayon du soleil doit tomber à terre, tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors je vous dis tout de suite, en termes de forme d'agriculture, pour ce qui est de la France, ça paraît très révolutionnaire, on va associer simultanément plusieurs cultures dans la même parcelle. Alors c'est très fréquent quand on cultive à la main,
Je veux dire, au Mexique, où il y a le producteur, il a son maïs, il a son haricot, et il a une courge, une calebasse, une plante rampante qui va intercepter les derniers rayons du soleil. Alors ça, c'est plus facile quand on travaille à la main. En France, c'est pratiqué par des gens quand ils pratiquent la permaculture. La permaculture est une forme d'agriculture biologique, mais qui est plutôt manuelle. Et là où, effectivement, sur la même butte, sur le même billon, vous avez 10 espèces différentes. Vous avez des plantes à port érigé, vous avez des plantes rampantes, vous avez des plantes volubiles, les lentilles et ce genre. Tout ça associé dans un même billon, dans une même butte, dans une même planche. Et donc, tout est fait. Et on récolte, tout de suite, on remet une nouvelle plantule là où ça a été récolté. Donc, en France, vous avez des gens qui pratiquent ce forme d'agriculture-là. Mais soyons clairs, ça ne fait pas de grande surface, c'est des toutes petites surfaces. C'est peut-être d'ailleurs des gens qui ont bénéficié des accès aux terres via Terre de Liens et autres, qui arrivent avec peu de capitaux, peu de surface, parce que Terre de Liens n'est pas encore riche en hectares, pas assez encore. Donc, ceux-là sont prêts à faire un travail intensif et faire l'usage intensif de ce qui coûte rien, le soleil. Couverture végétale verte, capable de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors maintenant, il me faut être honnête, la difficulté, il y en a quand même une, c'est qu'il ne suffit pas que la feuille soit verte. Une feuille morte, photosynthèse, ça ne transforme pas l'énergie solaire en énergie alimentaire. Mais il est impératif aussi que la plante transpire. Parce que figurez-vous que ce qu'on appelle les kilocalories, là, c'est le sucre, le fructose, le saccharose, c'est l'huile d'olive, l'huile de colza, c'est l'amidon de la pomme de terre, et ce sont des molécules carbonées, des hydrates de carbone, et la plante impérativement a besoin de trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vais vous assurer, il y en a trop. Alors honnêtement, si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer de l'oxygène, ça n'a jamais fait mal à nos poumons. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des sucres, fructose, glucose, de l'huile ou de l'amidon. Et en plus, la plante, elle est capable de produire de la paille, elle est capable de produire des racines. Et après récolte, si ça se décompose bien, je dis bien, si ça se décompose bien, le carbone de la paille, le carbone de la racine va se décomposer, fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols. Alors je vous dis tout de suite, je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça, faire l'usage intensif du soleil, l'usage intensif de ce gaz carbonique, contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, quand même, service d'intérêt général, qui mériterait d'être rémunéré. On en reparlera tout à l'heure. C'est pour le débat. Mais pour séquestrer du carbone dans l'humus des sols, avec en plus l'humus des sols, c'est ce qui va retenir l'eau dans les sols, c'est ce qui va faire aussi que le sol va résister à l'érosion. Enfin, l'humus a des rôles fertilisants, donc pour l'intérêt privé de l'agriculteur, mais ça séquestre du carbone, c'est aussi quelque chose d'intérêt général. Moins d'inondations dans la vallée, moins d'érosion sur les pentes et ce genre de choses. Donc il y a urgence aujourd'hui de pratiquer une agriculture qui fait l'usage intensif. Mais pour ça, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, et c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, quand il fait chaud, quand il fait sec et qu'il y a du vent, elle transpire beaucoup. Nous aussi. Mais nous, il nous faut boire tout de suite. Mais vous m'avez donné du cidre, donc ça va, je suis rassuré. Mais il nous faut boire tout de suite, sinon on a la fièvre, on se déshydrate, c'est la catastrophe. La plante a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut quand même, elle, arrêter momentanément de transpirer pour ne pas se déshydrater. Alors ça peut durer quelques jours, pour certaines plantes ça peut durer quelques semaines, et pour de rares plantes, en tout cas c'est pas en France, plusieurs mois. On dit que la plante résiste au stress hydrique, il fait chaud, sec, il y a du vent, elle arrête de transpirer, elle conserve son eau en attendant la prochaine pluie. Nous, on est incapable de faire ça. Il faut boire quand plus il fait chaud, plus on doit boire. Et ça, on n'y échappe pas. Mais du coup, vous l'avez compris, au moment où la plante ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique rentrait et l'oxygène ressortait. Du coup, quand vous avez une belle parcelle de maïs dans le sud-ouest de la France, l'hiver, les rayons du soleil qui tombent à terre, il n'y a pas de maïs, c'est quand même pas génial. Avril-mai, ça y est, au mois de mai, le maïs a est semé,
mais encore des rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs. Hein. Quand vous regardez les champs, vous voyez bien qu'il y a des rayons de soleil, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité du sol, ben oui, mais au mois d'août, il pleut pas beaucoup, et du coup, la plante arrête de transpirer. Excusez-moi, ça s'appelle avoir tout faux. Donc, la spécialisation maïs, parce qu'on va parler local, hein, mais cette agriculture spécialisée, au sud-ouest le maïs, à tel autre la vigne, etc. Ben, la monoculture de maïs, une plante exigeante en eau en été, alors que c'est pas que le maïs exige beaucoup d'eau. À la limite, le maïs exige moins d'eau à la tonne produite que le blé, mais il exige au mauvais moment. Donc il nous faut le principe même de l'agroécologie, ben, ne pas mettre que des cultures d'été, mais mettre aussi des cultures d'hiver et ce genre de choses. Mais ce dont on doit faire l'usage intensif, c'est l'eau de pluie. C'est celle-là qui nous est donnée gratuitement. L'idée qu'on va devoir pomper dans la nappe phréatique, c'est coûteux. Dans les grandes bassines, ça va s'évaporer. On va pomper dans la rivière, mais il n'y aura plus de poissons en plein été, au mois de l'étiage. Ça, c'est du passé, ça, c'est désuet. On est obligé de corriger tout ça. Donc, il nous faut impérativement faire en sorte que l'eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, mais de façon chaotique, parce que le réchauffement climatique global, c'est un dérèglement climatique, c'est-à-dire des inondations plus fréquentes, excès d'eau, et des sécheresses et des canicules plus fréquentes, manque d'eau. Et c'est spatial, il y a un orage ici, excès, et juste à côté, sécheresse. Et c'est d'une année à l'autre, ce ne sera jamais tous les ans pareil, ce sera de plus en plus chaotique. Donc la vraie difficulté de l'agriculture moderne de demain, celle qui permettra de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, c'est quand même celle qui va gérer au mieux cette eau de pluie, qui doit impérativement être emmagasinée dans le sol, s'infiltrer dans le sol, plus rien ne va ruisseler. Plus rien ne va ruisseler, ben on va mettre des haies. On va empêcher les haies, vont empêcher l'eau d'aller ruisseler et d'inonder la vallée. Il y a urgence. J'ai beaucoup de succès dans le bassin parisien, dans le Vexin. J'ai beaucoup de succès quand je dis on va mettre ou remettre des haies. Mais c'est aussi la couverture végétale. Si on pouvait avoir toujours cette couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible à toute saison, les petits filets d'eau, ils n'arrivent pas à prendre du volume, du poids, de la vitesse, parce qu'ils sont arrêtés par une tige, par une feuille morte, par un ver de terre, etc. Et puis le ver de terre, s'il creuse la galerie, ben, ça permettra de rendre le sol poreux. Et du coup, aujourd'hui, rendre un sol poreux, je vous dis tout de suite, c'est pas forcément de le labourer, parce qu'on sait maintenant que labourer exagérément un sol, c'est l'aérer exagérément, et le carbone de l'humus va être oxydé et retourner à l'état de CO2. Et puis labourer exagérément un sol, c'est perturber la vie des vers de terre, des clamportes, des colamboles. Or, c'est eux qui vont nous rendre le sol poreux, c'est la biologie des sols, donc on va s'interdire les insecticides. Donc ça nous ramène au bio, bien sûr, vous l'avez compris, mais c'est pas s'interdire les pesticides, c'est pas seulement de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens dans notre nourriture, c'est aussi respecter l'environnement, permettre l'infiltration de l'eau dans les sols, éviter les inondations dans la vallée. Et évidemment, maintenant, on veut que cette eau qui s'est infiltrée reste à hauteur des racines. Seul le surplus va rejoindre la nappe phréatique. Donc, plus rien ne ruisselle, tout rentre dans les sols. Le surplus recharge la nappe phréatique, mais on essaye qu'un maximum d'eau reste à hauteur des racines. Et qu'est-ce qui retient l'eau à hauteur des racines? C'est l'argile et l'humus. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile, hein. Un sol sableux restera un sol sableux, un sol limoneux restera limoneux, mais par contre on peut l'enrichir en humus, et l'humus, j'ai déjà dit, c'est 50% de carbone, c'est le carbone du gaz carbonique qui était dans la paille, qui était dans les racines, et si ça se décompose bien, ça, c'est la couche noire de la surface du sol, et ça retient l'eau. Et si ça retient l'eau, et ben du coup la plante pourra transpirer plus longtemps, elle pourra photosynthétiser plus longtemps, et on accroît le rendement calorique à des coûts qui pour l'instant, tout est gratuit. L'eau de pluie, l'énergie, le carbone. Alors, il faut être honnête, l'humus, c'est 50% de carbone, mais c'est quand même 5 à 6% d'azote. Et l'azote, où le trouve-t-on? C'est dans l'air. L'air que vous respirez, vous et moi, c'est 79% d'azote dans l'air. Le reste, c'est l'oxygène. Et c'est ça qui va nous permettre éventuellement d'aider les microbes, les micro-organismes à fabriquer de l'humus, puisqu'il faut quand même un peu d'azote après la récolte, mais c'est aussi ça qui est indispensable pour fabriquer toutes les protéines, les constituants de tous les tissus du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, la chair, le sang, c'est fabriqué de protéines, et les protéines sont des composants azotés, c'est d'ailleurs les composants de la photosynthèse, les fameuses molécules carbonées, sur lesquelles il faut rajouter de l'azote. Mais on ne manque pas d'azote, et donc faire l'usage intensif de l'azote de l'air, de passer de 79% d'azote à 78%, vous pouvez attendre des siècles. Donc, soyez sans crainte,
on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines et aider les microbes à mettre un peu d'azote parce qu'il y en a besoin quand même pour l'humus. Mais le vrai problème, là, ce ne sera pas l'eau, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. Et vous êtes au courant, on en parle beaucoup en ce moment, mais on veut qu'un blé à 90 quintaux soit riche en protéines, et ben on lui apporte un engrais azoté de synthèse. On lui apporte de l'urée, on lui apporte de l'ammonitrate, quand les usines n'explosent pas, hein, Toulouse, Beyrouth, hein, des sulfates d'ammonium, des engrais azotés de synthèse, vous savez fabriquer avec quoi? Du gaz naturel, énergie fossile, russe, garantie. Donc, rendez compte, y compris beaucoup de céréaliers aujourd'hui peuvent commencer à s'interroger sur est-ce que l'an prochain, ils pourront faire un blé à 90 quintaux. Est-ce que surtout qu'on est maintenant, on importe pour l'essentiel nos engrais azotés de synthèse, mais les quelques, parce que l'usine de Toulouse a explosé, hein, mais les quelques usines qui fabriquent des engrais azotés de synthèse en France le font avec du gaz naturel russe ou norvégien. Les Allemands, eux, sont très dépendants du gaz naturel russe. Et quand on importe donc des engrais azotés de synthèse d'Allemagne, eh ben, y en aura-t-il? Même ça, aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, on aurait peut-être été astucieux, il y a déjà 20 ans, 25 ans, d'essayer de promouvoir des formes d'agriculture qui permettent d'avoir un blé riche en protéines, mais sans recours à des engrais de synthèse coûteux en énergie fossile. Et en plus, quand on épand les engrais azotés de synthèse, on épand un gaz, le protoxyde d'azote, qui est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Parce qu'en France, le gaz carbonique, c'est le labour, hein, c'est la combustion des combustibles, mais en même temps, comme la forêt reprend ses droits en France, hein, le retour des loups, le bilan carbone pour le gaz carbonique de l'agriculture en France, le gaz carbonique, ce n'est pas la principale émission. La principale émission, c'est le protoxyde d'azote, ensuite c'est le méthane, et le gaz carbonique vient, je parle pour la France, en troisième position. À l'échelle mondiale, c'est l'inverse. Hein. C'est la déforestation et donc le dégagement de gaz carbonique, mais on est coupable aussi. Hein. Ça, c'est pas local. Hein. Quand on achète un poulet bas de gamme de moins de 40 jours, qui a été élevé avec du soja brésilien, notre consommation a contribué à déforester la forêt amazonienne. Donc notre consommation contribue quand même à accroître l'effet de serre par du gaz carbonique cette fois, sauf que ce n'est pas sur le territoire français, c'est sur le territoire brésilien. Donc vous voyez, il faut regarder les choses, mais pour ce qui est du territoire français, c'est le protoxyde d'azote, qu'on épand les engrais azotés de synthèse, qui est la principale contribution, juste avant le méthane. Hein, c'est les deux gaz. Et le méthane, c'est le rot des ruminants. Hein. Voilà. Voilà, donc, les engrais azotés de synthèse, oubliez, c'est désuet, c'est du passé, il faut oublier ça le plus vite possible. Mais les alternatives, alors l'alternative, tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative pour produire des protéines. C'est des plantes, on les appelle les légumineuses. Ces plantes, alors quand c'est pour nourrir des ruminants ou des chevaux, eh ben c'est la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la vesse, dans les prairies. Quand c'est pour nourrir des cochons, vous appelez ça soja, mais ça peut s'appeler févrole, ça peut s'appeler pois fourragé, ça peut s'appeler lupin. Et on peut cultiver du soja, du lupin, de la févrole en France, pourquoi pas. Et quand c'est pour nous, les protéines végétales, peut-être les riches en fibres, moins de cancer du côlon, et peuvent en substitution de la viande rouge riche en acides gras saturés, bah appelez ça lentilles, pois fourragé, le pois tout court, les fèves, les pois chiches, hein, donc, et autres. Donc ces légumineuses, les lentilles, les haricots, les petits pois, eh bien toutes ces légumineuses sont riches en protéines. Et comment a-t-on fabriqué ces protéines? C'est une bactérie qui s'est incrustée dans la racine de la plante, qui a utilisé l'énergie, donc les fameux glucoses, hein, les sucres de la photosynthèse, l'énergie alimentaire de ces microbes qui vont proliférer et qui, avec cette énergie, vont intercepter l'azote de l'air, fabriquer les premiers éléments des protéines, on appelle ça acides aminés, mais je veux dire les premières briques des protéines, et refiler ça à la plante, qui va être riche en protéines sans qu'on ait besoin d'engrais azotés de synthèse. Et donc, c'est bien avec l'énergie solaire qu'on a fabriqué les protéines. C'est les microbes hein, qui ont aidé à faire ça. Mais du coup, on a des plantes riches en protéines. Et après récolte, il reste des racines riches en azote. Et du coup, ça fertilise la betterave, ça fertilise le blé, ça fertilise la culture qui vient après, par la voie biologique, hein, donc ça correspond au cahier des charges d'agriculture biologique,
eh bien, ça permet de fertiliser les plantes qui viennent après en azote, sans qu'on ait besoin d'engrais azotés de synthèse et sans émettre, ou très peu, de protoxyde d'azote. Du coup, pourquoi en France on est déficitaire pour les 2/3, on importe beaucoup de protéines végétales. Alors, cassoulet de Castelnaudary, regardez sur l'étiquette, si c'est marqué haricot tarbais, vous pouvez dire que c'est à peu près local. Mais si vous ne voyez pas marqué haricot tarbais, sachez que le haricot vient d'Argentine. Et ça, c'est pas local. Moi, je vous suggérerais, bien volontiers, qu'en France, où on est déficitaire, puis l'Europe des 27 est déficitaire pour les 3/4, on importe beaucoup de soja, et tourteaux de soja, ça c'est pour nourrir les graines, c'est pour nourrir nos cochons, nos volailles, le tourteau de soja, c'est pour nourrir nos ruminants. Ben moi, je vous suggérais qu'en France, sur le territoire français, là, pour nourrir des animaux français, nous produisions des légumineuses françaises qui intercepteraient l'azote de l'air français. Voilà. Franchouillard, monsieur Dufilé. Sauf qu'au Brésil, quand je fais cette provocation en disant nous devrions mettre des droits de douane à l'importation de votre soja, nous devrions en France retrouver notre souveraineté protéinique, ne pas importer votre soja transgénique de surcroît et autres, les Brésiliens me disent à juste titre qu'ils ne sont pas fiers, eux, de produire du soja pour nourrir nos cochons, ils préfèrent produire du soja pour nourrir des Brésiliens. Juste pour vous dire, c'est tous les peuples du monde qui vont devoir gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, en associant des légumineuses dans leur rotation, dans leurs assolements. Et moi, je connais des agriculteurs en France, entre leur rangée de blé, ils sèment de la févrole, une légumineuse. Et après récolte, donc le blé, c'est l'alimentation carbonée, l'énergie, la févrole, c'est l'alimentation protéique pour les animaux. Et après récolte, eh ben, les microbes, pour fabriquer de l'humus, ont le bon dosage de carbone de la céréale, le bon dosage de l'azote de la févrole, et ces microbes vous fabriquent de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pourtant, certains me connaissent, je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer, je ne suis pas tombé dedans à la naissance, comme disent mes étudiants, mais c'est que c'est l'azote de l'urine et c'est le carbone de la paille. Et bien, je pense que remettre de l'élevage dans le bassin parisien, et en Bretagne, il y a trop d'animaux, remettre les animaux sur la paille et ne pas faire de lisier, parce que le lisier, et donc les bestiaux sont sur le béton aujourd'hui dans les tables, donc ça urine, c'est donc du nitrate, c'est de l'azote soluble, ça fertilise de très belles algues vertes sur le littoral breton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en France, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait parler d'agriculture locale. L'agriculture aujourd'hui, elle va chercher de l'azote dans l'air brésilien. Ça a été introduit dans un soja brésilien qui a traversé l'Atlantique, qui est arrivé dans les ports de l'Orient pour nourrir des animaux en surnombre et qui pisse cet azote, cette urine, un truc, et comme il n'y a plus de paille, ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton. Aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes sur le littoral, c'est pas circuit court. Et comme dans le bassin parisien, dans le Vexin, il n'y a plus beaucoup d'élevage, donc il n'y a plus l'urine. Et comme il n'y a plus l'urine, ben on met de l'urée, engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel russe. Moi, je vous suggérerais qu'on réassocie dans les rotations, les assolements, qu'on remette des légumineuses, ça nous ferait le plus grand bien. Là, on retourne sur du local. Et dans tous les terroirs de France, c'est pas, il y a une région céréalière, il y a une région d'élevage, il y a une région pour les légumineuses et une autre pour la vigne. Dans l'agriculture moderne de demain, celle qu'il nous faut promouvoir impérativement, qui fera les bons produits dont on a parlé, mais qui sera aussi très bonne pour l'environnement et qui sera contributrice de l'atténuation du réchauffement climatique, va être une agriculture diversifiée qui va associer toute une gamme de plantes. Alors il y a évidemment la permaculture qui le fait déjà, mais il faudra aussi que dans les zones de grande culture, nous puissions réintroduire de l'élevage dans le bassin parisien, diminuer le nombre d'animaux, évidemment, en Bretagne, remettre les élevages de leur bien-être animal, les animaux sur la paille litière plutôt que sur le béton. Enfin, je veux dire, l'agriculture moderne de demain, on a encore beaucoup de choses à faire, mais ça va être ça. Il va falloir qu'on soit sérieux en s'inspirant donc de ce que j'appelle, moi, l'agroécologie, ses principes scientifiques. Et puis, quand même, on va alimenter le débat, mais je termine sur la dernière partie, c'est les éléments minéraux. Là, c'est quand même vrai que plus la plante en a besoin, c'est donc le calcium. Alors, le calcium des falaises calcaires à l'échelle mondiale, y compris dans mon pays de Caux, moi, il suffit d'aller
sous l'argile à silex, si on trouve. Hein, donc alors par contre, en Bretagne, il faut l'importer, c'est un peu plus loin, c'est moins local, j'en conviens, les sols sont acides, mais on ne manque pas de calcium. Potassium, les experts ne sont pas inquiets, c'est sur le phosphore. Là, les experts nous disent que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Et déjà, les agriculteurs savent que les engrais phosphatés, le coût des engrais phosphatés, c'est bien supérieur à l'inflation moyenne. Hein, parce que les pays qui ont des mines de phosphate vont déjà payer cher cette perspective de pénurie. Et là, quand même, plus on en prend, et on en a impérativement besoin, pas seulement pour phosphorer, hein, on a besoin de phosphore pour phosphorer, mais pas seulement. La plante en a besoin pour la photosynthèse. De toute façon, ça fait partie de l'ADN de la plante, ça fait partie de notre ADN. On a impérativement besoin de phosphore. Et plus on en prend, plus il faut envisager d'en remettre. Alors déjà, si on pouvait ne pas gaspiller, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour l'azote de l'urine. L'azote de nos effluents, je veux dire le phosphore de nos urines, pareil, si ça pouvait ne pas fertiliser les algues vertes, mais aller sur du fumier et revenir fertiliser les sols, ce serait bien. Pour nos effluents à nous, c'est un peu plus compliqué, parce que nos eaux usées rejoignent des eaux industrielles. On peut utiliser les boues d'épuration comme engrais organique, mais vérifier qu'il n'y ait pas de plomb, de cadmium, de mercure, parce que les eaux usées sont aussi des eaux industrielles. Donc, les boues d'épuration, ça peut être un excellent engrais organique, mais à une condition de vérifier s'il se mélange avec des résidus industriels, et malheureusement, très fréquemment, il y a des taux en cadmium, mercure et plomb trop élevés. Alors évidemment, il y a les latrines sèches, hein, j'en conviens, dès qu'il y a une fête bio, il y a toujours les latrines sèches, là au moins c'est récupéré. Alors évidemment, j'ai plaidé pour qu'on mette des latrines sèches. J'ai fait ça plusieurs fois dans le 16e arrondissement de Paris, avec un succès mesuré. Donc la question de séparer nos eaux usées des eaux industrielles, là, je ne suis pas sûr que ce soit faisable rapidement. En tout cas, il nous faut trouver quand même du phosphore ailleurs. Alors il y a quand même une pas trop mauvaise nouvelle, qu'il y en a ailleurs que dans les mines de phosphate. Est-ce qu'il y en a beaucoup? La question, elle est oui, quand même beaucoup, mais il y a un mais horrible, c'est que c'est à très faible dose dans le grès, le granit, le schiste, le basalte, toutes ces roches, on dit les roches mères, en dessous du sol, hein, qui sont pas encore, ces roches mères qui ne sont pas altérées, ben c'est bourré d'éléments minéraux. C'est des cristaux dans lesquels il y a tous les éléments minéraux. Et d'ailleurs, les éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, ils étaient autrefois dans la roche avant qu'elle ne soit altérée. Et du coup, il faut arriver à les récupérer. Alors, réduire cette roche en poudre, tant qu'on dépend d'énergie fossile, je vous le dis tout de suite, surtout comme il y a une faible dose de phosphore, il faudrait vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour réduire des roches dures en poudre fine. Tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, il y en a pour plusieurs générations, à mon avis, au moins 2 ou 3, pour qu'on ne dépende que d'énergie renouvelable. Après, on verra si on peut faire des trous dans le Sahara, récupérer des éléments minéraux. Alors là, infiniment. En termes de quantité, il y en a beaucoup. Mais n'oublions pas, à faible dose, et surtout, réduire ça en poudre, c'est très coûteux en énergie, donc oublions ça pour l'instant. Mais néanmoins, ces roches, tous les jours, sont altérées par le climat. C'est-à-dire, tous les jours, la roche est altérée et libère des éléments minéraux. Et c'est en sous-sol, c'est pas accessible à une racine de blé, pas accessible à une racine de luzerne. Est-ce qu'on peut les récupérer? La réponse est quand même oui. Si vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller chercher les éléments minéraux, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, et quand la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche superficielle du sol, on appelle ça couche arable. Donc on peut quand même transférer des éléments minéraux qui sont libérés tous les jours du fait de l'altération de la roche mère, donc ça n'ira pas rejoindre le littoral avec les nappes phréatiques, hein, fertiliser les algues vertes, ce sera perçu, et hop, ça va fertiliser la couche arable. Donc ça veut dire qu'on va mettre des arbres. Donc on va embocager ou réembocager nos territoires. Il faut être honnête, hein, il n'y a pas d'autre issue. Si on veut vraiment nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, hein, sans perturbateur endocrinien, on va y être obligé. Donc, il faut le dire dès maintenant. Alors, les gens appellent ça agroforesterie, mais remettre des pommiers dans la prairie, c'est pas idiot. Hein. Le pommier joue aussi un rôle fertilisant. Hein. Il a été cherché le bocage, la haie. Alors, évidemment, il faut choisir des arbres à racines profondes, mais oui, il faudra réembocager nos écosystèmes. Pour beaucoup de raisons, hein, déjà, on l'a vu, la haie, ça empêche le ruissellement. La haie, ça fait brise-vent. La haie, ça peut jouer un rôle fertilisant, du coup, avec les feuilles mortes qui vont tomber à terre. Et puis, on sait que la haie, ça va héberger
des coccinelles. Les coccinelles vont s'attaquer aux pucerons, ça va être des cirques, pareil, ça peut être des pollinisateurs. Hein, donc il faut, parce que dans la fertilité qu'on dit nourrir durablement, hein, s'il faut maintenir la fertilité du sol, l'humus, on l'a déjà dit, mais il faut maintenir la fertilité de l'écosystème, les pollinisateurs. Hein. Donc on va être contraint de mettre une énorme biodiversité pour héberger des pollinisateurs, les abeilles domestiques, les abeilles sauvages et d'autres pollinisateurs. Donc ça, on n'y échappe pas. Et puis quand vous avez une haie avec des hautes tiges, ben vous avez des mésanges bleus qui s'attaquent aux papillons de nuit, donc vous n'avez pas de carpocap, vous n'avez pas de larves de carpocap, vous avez des pommes sans petits vers, sans pesticides, quoi. Donc là, on est obligé de jouer sur... Donc vous avez vu, il faut réhabiliter les vers de terre, les cloportes, les coblanvols dans le sol, il faut ressusciter les maisons bleues, on peut faire des nichoirs à chauves-souris, les chauves-souris ne sont pas que des transmetteurs de virus, en tout cas les chauves-souris qui sont en France nous l'ont déjà transmis et nous avons été sélectionnés comme résistants à ces virus-là, donc soyez sans crainte, mais les chauves-souris, ça peut s'attaquer aux papillons de nuit. On va effectivement rediversifier complètement nos écosystèmes. Et c'est clair que l'agriculture industrielle, le contraire de ce que je suis en train de vous raconter, elle a trop simplifié les écosystèmes, céréales ici, betteraves dans un endroit. Des rotations courtes. Hein. Alors évidemment, la rotation courte, quand la betterave elle revient tous les 3 ans, ben, si une année il y a un climat qui fait qu'il y a la cicadelle, le puceron, pardon, qui transmet le virus de la jaunisse, ben, il y a la jaunisse de la betterave, et du coup le ministre a réautorisé les néonicotinoïdes, ce qui est vraiment l'erreur magistrale. Non, il faut mettre des betteraves, mais en rotation, sur 7, 8, 9 ans, et beaucoup plus dispersées, et il y aura des légumineuses, il y aura même peut-être des prairies temporaires, il y aura de la févrole, il y aura un écosystème libéré, et même le principe même de la permaculture, quand je vous dis ils mettent 10 espèces différentes dans la planche, quand vous avez un animal ravageur de cette espèce, pour aller rejoindre la plante de la même espèce, il a 9 barrières végétales qui ne sont pas accueillantes. Mais je veux dire, ça prolifère peu. Donc l'agriculture moderne de demain, elle n'éradique plus, elle n'emploie plus les mots ensuite. On va vivre avec les ravageurs, on va vivre avec les plantes adventices, qu'on appelait mauvaises herbes, on va vivre avec les agents pathogènes, mais on va minorer la prolifération et on va minorer les ravages. Vous avez des insectes piqueurs-suceurs comme le puceron, ben, on va choisir des variétés velues. L'insecte piqueur-suceur, il essaie de piquer et sucer la sève, les poils, n'en empêche. Vous avez des chenilles, alors là, sélectionnez des variétés feuilles lisses, cirées. Le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe tout de suite à terre. Il n'y aura pas de développement de larves sur la feuille. Et maintenant, on connaît, parce qu'on a quand même progressé en agroécologie scientifique, on connaît des plantes qui tolèrent la présence d'insectes piqueurs-suceurs et de chenilles dans le même endroit. Feuilles lisses. Mais alors, comment se fait-il que l'insecte piqueur-suceur ne cause pas trop de dégâts? Alors, ce n'est pas toutes les plantes, attention, hein, parce qu'on étudie ça aujourd'hui. C'est des choses qu'on découvre quand même assez... Et bien, l'insecte piqueur, il fait un trou pour sucer la sève. Et pour certaines plantes, il y a un gaz qui se dégage, un gaz volatile, une odeur, qui attire la coccinelle, qui va s'attaquer au puceron. C'est-à-dire, on n'éradique pas, mais on minore la prolifération par des équilibres écologiques d'une incroyable complexité. Et je vous dis tout de suite, dans le sol, vous avez des champignons. Alors, tout le monde connaît la truffe. Hein, les Français sont gourmets, hein, ils aiment bien la truffe. Il y a des champignons qu'on dit mycorhiziens, excusez-moi le mot, le jargon, mais ces champignons, ils s'incrustent dans la racine de l'arbre, ils s'incrustent dans la racine de 80% des plantes annuelles, quand même. Hein. Il va donc s'incruster dedans, il va vivre de l'énergie de la photosynthèse, et avec ça, ce champignon va développer, vous savez, un espèce de moisie, un mycélium, on dit très très fin, mais très 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 fin, ce qui va lui permettre de s'introduire dans les argiles de la couche arabe, et là, il a accès au potassium, au calcium et au phosphore, qui sont dans les argiles et que la plante, même la plante avec ses petites radicelles les plus fines, ne parvenait pas à retirer. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments minéraux qui étaient autrefois dans la roche-mère, hein, dans le granit, dans le grès, le schiste, le basalte, qui sont aujourd'hui dans le sol, mais que la plante ne parvient pas à extraire parce que c'est coincé dans les argiles. Eh bien, le champignon, il arrive à les extraire, il le solubilise et refile ça à la plante dont il a tiré l'énergie. Donc, aujourd'hui, la question, notamment des phosphates, hein, c'est sur les phosphates, surtout que la question est très sensible, l'arrivée des champignons mycorhiziens, à la fois pour que l'arbre, avec ses racines profondes, puisse avoir accès à quasiment tous les éléments minéraux, même au moment même où ils sont libérés par la roche quand elle est altérée, et puis ceux qui résultent d'une altération déjà très ancienne et qui sont coincés dans les argiles, on va pouvoir les débusquer. Là, vous avez au moins pour 3-4 générations où on pourra effectivement fertiliser nos sols, y compris en phosphore,
sans qu'on ait recours à de la poudre de roche au fin fond du Sahara, je veux dire, ou dans d'autres régions. Et donc oui, il y a toutes les raisons d'être optimiste. La finitude, vous avez vu, c'est les éléments minéraux et surtout le phosphore, quelques oligo-éléments aussi, mais sinon, l'agriculture, en fait, par rapport à d'autres activités humaines, le soleil, il n'y a pas de finitude, le gaz carbonique, il y en a trop, l'azote de l'air, il n'y a pas de finitude. On peut faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui est gratuit, et très peu coûteux en énergie fossile, et pas d'agrotoxiques, pas de dégâts pour notre santé. Je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est ces formes-là d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie. Alors l'agriculture biologique, vous savez, répond très largement à ce que je suis en train de dire là, avec peut-être des nuances. C'est qu'un pesticide naturel reste un pesticide, que le cuivre pour la bouillie bordelaise, pour la vigne, c'est quand même un fongicide. Et du coup, les champignons mycorhiziens dans les sols dont je vous parlais, si vous les réinoculez, parce que ça va être ça l'agriculture moderne de demain, on va inoculer ou réinoculer nos sols avec des champignons mycorhiziens utiles, et ça y est, il y a des gens, et vous avez des paysans qui font des litières forestières fermentées. Vous avez des paysans, ils utilisent les hautes tiges pour faire du bois raméal, du BRF, bois raméal fragmenté, litières forestières fermentées. Donc vous avez des techniques paysannes et la science progresse dans la compréhension de ça. Il peut y avoir des biofertilisants aujourd'hui, donc, qui, avec des sclérotes, des spores de champignons mycorhiziens, même si c'est fertilisé sur de grands volumes d'eau, après, ça va proliférer dans les terres en question. Enfin, on n'est pas sans solution technique. Et effectivement, il faudra éviter quand même toute forme de pesticides naturels ou autres, fongicides, insecticides, herbicides. L'agriculture biologique peut encore progresser, et y compris, moi je connais des gens qui pratiquent une agriculture bio de conservation, c'est-à-dire ils parviennent à faire de l'agriculture biologique, correspondant totalement au cahier des charges, n'ont pas de glyphosate, et ils arrivent à lutter contre les herbes adventices sans labourer. Mais par contre, pourquoi ? Parce qu'ils ont une prairie temporaire, la dite mauvaise herbe, elle commence à pousser, mais elle est fauchée. Donc pendant 2-3 ans, la prairie temporaire, donc elle ne monte jamais en graine. Donc après ça, très peu d'herbes adventices. Bon, la question est résolue. Et puis si dans la rotation, vous mettez du chanvre, vous savez, le chanvre, c'est le plan de relance, les bribes de chanvre, l'isolation thermique des bâtiments. Imaginez qu'avec le plan de relance, nous disons, allons-y, on va faire un plan de logistique, on va rémunérer correctement des gens pour qu'ils nous fassent du chanvre. Alors quand il y a des jeunes, je leur dis pas le chanvre récréatif, s'il vous plaît, je parle du chanvre matériel d'isolation. Et alors là, pareil, vous semez le chanvre, l'herbe va tout de suite pousser, et le chanvre pousse tellement vite qu'il fait un ombrage comme une forêt dense, pas rien du soleil, et du coup l'herbe ne monte pas en graines. L'année d'après, vous pouvez faire quasiment un semi-direct, sans labour, sans crainte d'adventice. Donc on n'est pas sans solution technique. Il y a juste, paraît-il, un tout petit problème dans ce que je viens de raconter. C'est que cette agriculture, elle est soignée, elle est bichonnée. C'est plus l'agriculture industrielle, c'est une agriculture artisanale. Et donc, comme elle est artisanale, elle est exigeante en travail. Elle est intensive en emploi. Est-ce grave ? Donc, une agriculture intensive en emploi, c'est bien ça qu'il vous faut défendre, et c'est peut-être ça dont vous avez discuté. Mais maintenant, vous l'avez compris, la vraie question, c'est que maintenant, il faut rémunérer. Et du coup, mais ça, c'est le débat. Et alors, je suis en train de présenter mon programme politique, mais je ne suis pas candidat aux élections demain, et je n'ai pas eu 500 signatures pour les élections antérieures, mais il est clair que nous ne parviendrons pas à nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, chez nous en produisant moins mais mieux, en faisant moins de dégâts dans les pays du Sud. Alors évidemment, il faudrait que je vous raconte les agricultures des pays du Sud, mais il y a des rendements de mil et de sorgho au Niger, sous un parc d'Acacia albida, donc une légumineuse. Le rendement peut entre doubler et tripler en l'espace de 15-20 ans, la durée de la croissance de l'arbre. C'est une légumineuse qui apporte des bonnes feuilles avec un bon dosage carbone, azote, ça fait de l'humus. L'humus retient l'eau, on est en région semi-aride, et ça a été chercher les minéraux en profondeur. Quand on n'est pas sans solution, qu'on appelle agroforesterie dans certains pays, la muraille verte, c'est la muraille verte, l'engagement que nous avons fait, nous, les pays industriels, de dédommager les pays qui souffrent du réchauffement climatique en leur permettant à la fois d'atténuer le réchauffement et de s'adapter à ce dérèglement climatique. Si la muraille verte s'était fait avec ces arbres qui sont à la fois des arbres fourragers pour les éleveurs nomades, à la fois des arbres fertilisants pour les agriculteurs, on n'est pas sans solution technique. Je voudrais juste vous dire que sur le plan technique, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, ça présuppose d'abord des redistributions de revenus. Et redistribuer les revenus, c'est pas faire du tort aux gens qui travaillent à la main là-bas,
en concurrence avec nos excédents. Hein. Donc produire moins mais mieux, ça peut faire le plus grand bien là-bas, surtout qu'il y a des solutions techniques là-bas, dans un grand nombre de pays. Après, on discutera, si vous voulez, d'une région à l'autre. Hein. Mais oui, il y a toutes les raisons. Si la question n'était que technique, je ne vous cache pas, il y avait toutes les raisons. Mais par contre, il faut rémunérer les services environnementaux. Donc, on négocie, voilà. Il y a des techniques ici, ça permettrait de séquestrer du carbone, moins d'inondations dans la vallée, moins d'érosion, conformité avec la COP21, les accords de Paris. Mais dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre en œuvre ces techniques qui séquestrent du carbone? Et je négocie. Comme quand je négocie, quand Biocop négocie un bon fromage, vous dites aux gens, à quel prix êtes-vous prêt à nous faire un fromage répondant à ces qualités? Et voilà, maintenant le contribuable, il va aller voir les agriculteurs et leur demander, alors c'est évidemment, ce sera via la politique agricole commune, et puis ensuite une subsidiarité régionale, hein, territoriale, pour que dans telle région, on étudie les techniques capables de séquestrer du carbone et on pose la question, à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service? À ce prix-là, top là, par contrat. Eh bien, écoutez, je vous paye. Vous n'êtes plus des mendiants qui demandent des aides. Hein. Non, non. Vous êtes des agriculteurs, droit dans vos bottes. Vous nous séquestrez du carbone, je vous paye. Vous nous mettez des légumineuses, vous nous évitez des importations de soja transgénique, vous nous évitez des importations de gaz naturel russe, vous ressuscitez grâce à vos luzernes, etc., les abeilles. C'est un service d'intérêt général. Mais écoutez, dites-moi à quel prix vous faites ça, je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, des haies, des nichoirs, des hautes tiges, etc. Allez, dites-moi à quel prix vous êtes prêt à remettre toutes ces infrastructures écologiques. Top là, on fait un contrat, je vous paye. Les agriculteurs fiers, droit dans leurs bottes. Alors même si ces gens ne passent pas tout de suite au bio, eh bien, je vais vous dire, la question elle est que quand même ça va s'en approcher, puisque quand même toutes les techniques dont je parle, la séquestration de carbone, les légumineuses, c'est quand même une façon de diversifier, d'éviter la prolifération des ravageurs et ce genre de choses. C'est donc des techniques qui relèvent de l'agroécologie. Même si ça ne répond pas encore au cahier des charges bio, eh bien, il y aura quand même davantage de bons produits qui seront accessibles aux couches modestes. Parce que le prix de ces produits-là, comme les gens sont correctement rémunérés, plus de produits, plus d'offres, le prix diminue, mais les agriculteurs sont quand même correctement rémunérés, eh bien, allons-y, rémunérons les services environnementaux. Et puis ceux qui passent en bio, ils seront rémunérés par la qualité du produit, ça c'est le consommateur, c'est logique, et par la qualité de leurs services environnementaux. Donc cette transition, c'est pas un grand soir, on est d'accord, mais c'est dès maintenant qu'on commence, on commence une transition, et progressivement, les bons produits, la paysannerie bio, quand tout le monde sera au bio, ce sera accessible aux couches modestes. Voilà, c'est tout.